et bienvenue pour cette soirée exceptionnelle que nous allons passer ensemble. Soirée exceptionnelle puisque ce soir, c'est la soirée de clôture des IA-Dates. Ce sont des conférences qui se sont déroulées tout au long de l'année sur le thème de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, si ces conférences ont pu avoir lieu, c'est grâce à la volonté politique de Charles-Ange Ginesy, le président du conseil départemental, ici présent ce soir, grâce également à une collaboration entre le département des Alpes-Maritimes, la Maison de l'intelligence artificielle, le CICTIAM, ainsi que l'Institut Europe IA. Je tenais aussi ce soir à remercier Jean Leonetti, le maire d'Antibes, qui nous accueille dans sa commune. Soirée donc exceptionnelle à plusieurs titres. D'abord, par rapport à la conférence à laquelle nous allons assister et qui s'annonce passionnante. Le thème, les nouveaux enjeux de souveraineté de l'ère de l'intelligence artificielle. C'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est un enjeu de technologie, c'est un enjeu économique, mais c'est aussi un enjeu politique. Et c'est de cela dont vont nous parler ce soir nos deux conférenciers. D'ailleurs, je vais les inviter à monter sur scène. Il y a ces deux petits fauteuils qui sont pour vous, Jean-Marie Cavada et Bernard Benamou. Messieurs, le temps que vous preniez place dans ces fauteuils, je vais pouvoir donner quelques éléments sur vos parcours riches. D'abord, Bernard Benamou est secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Il a coordonné le rapport IA droits humains en Europe, publié par l'ISN et l'Institut IDFRIES, c'était en 2025. Il a exercé les fonctions de délégué interministériel aux usages de l'Internet auprès du ministère de la Recherche et du ministère de l'Économie numérique. Et il enseigne actuellement la gouvernance de l'Internet à l'université Panthéon-Sorbonne de Paris. Et puis également Jean-Marie Cavada qui est avec nous ce soir, président de l'Institut des droits fondamentaux numériques. Il a été journaliste, président de France 5, en 2004 élu député européen et depuis fin 2019, il est président de l'Institut des droits humains du numérique qu'il a créé avec des juristes, des chercheurs universitaires et des personnalités publiques en partenariat avec des organisations internationales. Donc autant vous dire qu'ils connaissent le sujet de ce soir sur le bout des doigts. Autre temps fort de la soirée, la remise des trophées Alpes-Maritimes Terre d'IA. Nous avons deux lauréats ce soir que vous allez connaître en fin de soirée. Et c'est un trophée très important puisqu'il permet de saluer l'engagement de personnalités qui œuvrent au quotidien au développement de l'intelligence artificielle sur notre territoire. Donc vous connaîtrez leur nom à la fin de cette soirée. Voilà pour le programme. J'espère qu'il vous plaît. Avant que cela commence, je vais demander à Jean Leonetti, le maire d'Antibes, le président de la CASA, de monter sur scène pour s'exprimer. Jean Leonetti. Jean Leonetti, qui est donc le président de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, maire d'Antibes, bien sûr, qui nous accueille ce soir. Merci pour cela. Et vous, évidemment, Sophia Antipolis, c'est la première technopole d'Europe. Regardez, il y a juste ici les petits micros pour vous, afin que vous puissiez vous exprimer. C'est super sympa parce que c'est pas prévu, voilà. En tout cas, pas par moi. Donc, très spontanément, je vais dire d'abord à mon ami Charles-Ange Ginesy qu'il a une vision dans ce département qui est une vision prospective, avec une vision sur l'écologie et le développement durable, une vision sur le numérique, c'est-à-dire deux visions transversales sur l'avenir. Et je le remercie d'être toujours présent à Antibes et de travailler ensemble sur l'intelligence artificielle à Sophia Antipolis. Merci Charles-Ange, merci à tous. Je remercie les deux conférenciers, les brillants conférenciers qui sont là ce soir. Et il y en a un que je connais un peu plus particulièrement parce que nous avons été complices au niveau européen, parce que nous sommes européens, nous pensons que la souveraineté, si elle doit s'exercer dans ces domaines-là, elle doit s'exercer au niveau européen. Et donc, je remercie Jean-Marie d'être là, amicalement. Et puis, je suis très heureux de faire la connaissance de M. Benamou, dont on a déjà entendu parler depuis longtemps. Vous savez, l'IA, je la vois de l'intérieur, je la vois de l'extérieur. Je la vois comme un élu qui se balade par-ci, par-là. Je la vois comme un médecin qui y voit des découvertes et des avantages merveilleux. Et je vois bien que nous sommes en train d'osciller en permanence entre le rêve de l'illusion et l'angoisse de la destruction. Il y a toujours quelqu'un qui vient et qui vous dit l'IA c'est l'enfer, l'IA c'est la destruction de l'humain. La preuve c'est que ça s'appelle artificiel
Et un jour, les robots vont nous dominer. Un jour, on nous dira ce que nous devons penser. Un jour, il apparaîtra sur l'écran des images tellement vraies, alors qu'elles sont fausses, que nous ne serons plus tranchés entre la réalité et la fiction, entre le vrai et le faux. Et puis, il y en a d'autres qui disent « Mais non, regarde, aujourd'hui, tu as une lésion sur la peau, tu l'as fait photographier, tu l'envoies sur l'IA. Et elle te dit exactement ce que c'est, elle te dit même le traitement. Et regarde l'avantage que ça a, parce que montre un scanner compliqué à 3 médecins, et tu le montres à l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle bat les 3 médecins. Je ne dis pas ça pour angoisser les médecins, je dis simplement pour dire que la part d'humanité continuera à exister, elle doit être toujours au niveau de la technologie, et il faut que nous soyons suffisamment humains pour maîtriser justement les nouvelles technologies. Et donc, entre cet avenir d'espérance et d'angoisse, eh bien, il y a un juste milieu, il y a l'acceptation simplement du génie humain et d'en faire un outil au service de l'homme. C'est pas pour rien qu'on a appelé le slogan de Sophia Antipolis, c'est Tech for Humanity, c'est pour l'humanité que les progrès humains se font et que les progrès techniques engendrent des progrès humains. Donc merci à vous tous d'être là et puis merci à nos superbes conférenciers d'être présents, qu'on va suivre avec passion et on va boire leurs paroles qui sont de l'intelligence humaine. Merci beaucoup Jean Leonetti. Pour un discours non préparé, vous avez été très bien. Pour un discours non préparé, vous avez été très fort. C'est mieux quand c'est pas préparé. Merci beaucoup Jean Leonetti. Je demande maintenant à Charles Anginesi, président du conseil départemental, de monter sur scène. Charles Anginesi, qui est également président du CICTIAM et de la Maison de l'intelligence artificielle. Je tiens à préciser qu'en 2017, vous avez lancé le Smart Deal, dans lequel, pour la première fois, vous faisiez de l'intelligence artificielle une priorité, et c'était quand même 5 ans avant l'arrivée de ChatGPT. À vous. Merci Laurie Canac pour cette précision qui effectivement positionne le conseil départemental comme étant un des précurseurs sur le plan de l'intelligence artificielle, bien que celle-ci existe depuis des années et des années. Mais elle ne portait pas ce nom-là. Néanmoins, aujourd'hui, elle porte ce nom. Tout le monde la connaît, tout le monde s'en méfie, tout le monde cherche à se l'approprier, tout le monde pense la connaître, mais personne ne la connaît véritablement. Et c'est dans cet esprit que nous avons lancé effectivement en 2017 le Smart Deal avec l'ensemble des honorables membres de la collectivité départementale que je salue, à la fois les élus, les conseillers départementaux qui m'ont suivi sur cette idée, parce qu'il n'était pas évident, lorsqu'on est un élu, de s'approprier cette idée-là. Et les élus m'ont fait confiance en se disant « mais que s'est-il passé dans la tête de Charles Anginesi ? Pourquoi nous parle-t-il de Smart Deal ? Pourquoi nous parle-t-il de Green Deal ? On est bien tranquille sur les sujets qui nous occupent au quotidien. » Et ils se sont rapidement aperçus que nous étions dans la course et dans l'avant-garde. Et je me souviens de ce moment particulier où j'ai fait un pacte avec Marco Lendi. Je reçois Marco Lendi dans mon bureau, amené par José Amendola. C'est une histoire, Marco, que personne ne connaît, donc je la révèle ce soir. Et nous rappelions le moment où Marco était PDG d'Apple, au moment où il avait inventé le Newton. J'avais été un utilisateur de Newton dans ma jeunesse et je me disais, bon, Marco, c'est toi qui as inventé le Newton, c'est formidable. Et j'ai découvert un homme avec qui nous pouvions faire chemin faisant pour donner aux Alpes-Maritimes un nouvel élan sur le plan de l'intelligence artificielle, sur le plan de l'intégration dans la révolution du numérique. Alors, on a fait un pacte et la main tapée, nous nous sommes rendus aux États-Unis, nous nous sommes rendus au Canada et avons ramené de Montréal la Maison de l'intelligence artificielle. C'est le premier pilier sur lequel nous nous appuyons aujourd'hui. Et je veux dire à Jean-Marie Cavada, avec qui nous parlions tout à l'heure de ces sujets-là, de ces sujets où il a bien connu le sénateur Pierre Lafitte, de ces sujets où nous avons appuyé notre action sur Sophia Antipolis. Un grand merci à Jean Leonetti, parce que Jean Leonetti m'a fait applaudir et dit « Bravo à Charles-Ange d'avoir eu cette idée, mais quel appui formidable j'ai eu avec le président de la CASA, avec celui qui porte Sophia Antipolis, qui a fêté en 2019 ses 50 ans. C'est-à-dire qu'avec Sophia, nous avons véritablement une technopole implantée dans les Alpes-Maritimes que la France nous envie, mais que l'Europe nous envie également. Alors,
grâce à Jean Leonetti, nous avons monté cette maison de l'intelligence artificielle avec la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a ici les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie, avec l'Université Côte d'Azur, avec tous les chercheurs. Et petit à petit, cette idée a prospéré. Et aujourd'hui, mon cher Jean, quel bonheur tu nous offres de pouvoir ouvrir le pôle alpha pour transférer la maison de l'intelligence artificielle dans ce nouveau navire de la technologie. Alors oui, je dis à Jean-Marie Cavada, le département des Alpes-Maritimes fait fort et nous avons envie d'aller plus loin. Je dis à Bernard Benamou, et on a avec Bernard Benamou et Jean-Marie Cavada 2 piliers importants qui vont nous apporter leur science ce soir sur les data, sur la souveraineté du numérique, mais en même temps, je veux leur dire qu'ils sont là pour apporter leur soutien à une poussée que nous avons voulu, à un écosystème qui doit embarquer l'ensemble des départements de France. Et ce n'est pas pour rien que nous nous retrouvons chaque année avec le président Sauvadet, qui est président du département de la Côte d'Or, mais en même temps président des départements de France, ici dans les Alpes-Maritimes, pour dire « Allez, il faut que chaque département s'inspire de ce que nous faisons dans les Alpes-Maritimes et que nous nous enrichissions les uns les autres pour donner à la France la force qu'il faut, la force nécessaire pour embarquer la France dans un effet d'entraînement qui fait que l'Europe puisse se trouver à l'équilibre pour contrebalancer ce que nous subissons depuis des années avec les GAFAM, de ce que nous subissons depuis des années avec les BATS. Alors oui, nous avons envie d'avancer. Et je dirais que ce soir, dans cette clôture des IA-Date, il y a un moment important, parce que les IA-Date sont ce pilier, cette colonne qui nous a permis d'apporter à la fois l'acculturation au plus grand nombre. Et je reconnais dans la salle énormément de celles et ceux qui nous ont suivis sur toutes ces IA-Date, avec des intervenants très forts, très puissants, que ce soit le mathématicien Cédric Villani, qui avait embarqué, là aussi, toute une foule et nous avait amené dans un raisonnement important, que ce soit avec Luc Julia, qui a été celui qui nous a présenté les navettes autonomes, leurs inconvénients et bien d'autres choses, que ce soit avec Laurent Alexandre, qui, là aussi, est souvent contesté, mais il a amené dans le débat des questionnements forts. Il a bousculé nos consciences. Et je le disais hier soir au professeur Nordlinger, qui était invité au Palais Sardes, un lieu où nous nous réunissons régulièrement, sur la santé, pour dire l'IA, l'intelligence et la santé, la souveraineté et la santé, la souveraineté des données nationales pour la France et la santé, c'est quelque chose de très cher à nos cœurs et cher au cœur de Jean Leonetti, qui est devenu un passionné. Et avec Jean, nous portons cette affaire-là de manière formidable. Alors ce soir, c'est la clôture. Je suis heureux que Jean Leonetti nous ait ouvert le Palais des Congrès d'Antibes-Juan-les-Pins. Merci Jean. On peut l'applaudir une nouvelle fois parce que cette salle nous permet d'avoir une cérémonie de clôture digne de ce que représentent les IA-Date, un pilier formidable. Et avec Marco, je peux vous dire que nous n'avons pas fini de faire parler de nous avec les conseillers départementaux, conseillères départementales qui sont au rang et au premier rang, et avec le député que je salue également, mon ami Éric Pauget, qui est également ici avec nous, Jacques Jante, Vanessa Lelouch, probablement je vais en oublier. Allez, je vous dis à tous une très très bonne soirée. Merci à nos 2 intervenants pour la qualité de ce qu'ils ont déjà apporté à la France. Je sais que vous avez été entendus récemment et audités par les sénateurs, par les membres de l'Assemblée nationale. Ça donnera un écho formidable. On va écouter, comme l'a dit Jean Leonetti tout à l'heure, et on va boire vos paroles. Merci à tous. Merci beaucoup, Charles-Ange Ginesi, président du conseil départemental. Et en effet, cette conférence va pouvoir commencer. On en rappelle le thème passionnant ce soir, les nouveaux enjeux de souveraineté à l'ère de l'intelligence artificielle. Bernard Benamou, c'est à vous. Merci. Hop. Alors,
Tout d'abord, merci pour cette invitation. Et je suis ravi, effectivement, de revenir dans cette salle que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques mois, pour vous parler d'un sujet qui nous est cher, d'autant plus que nous avons produit ensemble, l'Institut de Jean-Marie Cavada et le mien, donc l'Institut de la souveraineté numérique et l'Institut IDF Rights, un rapport que nous présentons au travers de cette soirée aujourd'hui. Nous vivons un moment particulier. Regardez ce que disait le PDG de Google en 2016. Il avait déjà une vision assez claire de ce que pourraient devenir les outils que nous utilisons aujourd'hui, ces outils qui n'existaient pas à l'époque, mais dont on voyait qu'ils allaient pouvoir exister. Il disait clairement qu'on passait effectivement du mobile à l'ère de l'IA, avec des assistants qui allaient nous aider tout au long de la journée. Vous voyez, plus récemment, un ouvrage de référence sur l'IA qui évoquait effectivement le fait que l'IA, ce n'est pas comme certains des outils que nous utilisons déjà. C'est un soubassement. Alors le terme un peu évolué qu'on utilise, c'est métatechnologie, bon, peu importe, qui effectivement sera présent partout, de façon visible, dans notre activité au travers de nos assistants, et on verra comment ils évolueront, mais aussi de façon invisible dans la plupart des systèmes avec lesquels nous interagirons sans même nous en rendre compte. Une question, à quoi tout cela pourrait ressembler demain ? Ce que je m'apprête à vous montrer, c'est une séquence issue d'une série, Star Trek en l'occurrence, de 2017, où l'on voit une personne, alors j'explique ce qui se passe, la personne est dans un vaisseau, elle est emprisonnée, le vaisseau est attaqué, à moitié détruit, et si elle ne s'évade pas, elle va mourir. Regardez. Computer, implement steps of Brig Emergency Evacuation Protocol. Denied. Ethical protocols state prisoner evacuation to occur in life-saving circumstances only. This is a life-saving circumstance. I'm going to die in here unless you let me out. Speculation. Request to engage ethical protocols denied. How long before my cell's containment field fails? Approximately 8 minutes. At which point I will die. Confirm? Confirmed. Is the corridor outside the brig undamaged and still pressurized? Affirmative. Then getting from my cell through the blast door and into the corridor ensures my survival. Negative. Exposure to the vacuum of space for over 15 seconds would result in respiratory distress, shock, and suffocation before you're able to reach blast door. But if you open a meter-sized hole in the containment field, the rapid depressurization will shoot me through to the blast door in less than 6 seconds. Affirmative. But you will be unable to open the door in your inhibited physical state. Then ethically, you should open the door for me. Working. Request confirmed. Ethical protocols engaged. Chance for survival estimated at 43%. I'll take it. Depressurization commencing now. Donc vous ne saurez pas si elle a survécu. Non, plus sérieusement, on peut se dire que ce que l'on voit là est de la pure science-fiction. Pas du tout. Aujourd'hui, sans même que nous nous en rendions compte, nous sommes déjà en train de prévoir, voire même de vivre, le moment où on devra choisir qui doit mourir ou qui doit vivre, et ce sera une IA qui choisira. Regardez le schéma suivant, qui est issu d'une enquête du MIT, qui a été faite auprès de plusieurs millions de personnes, 2,5 millions de personnes, donc une grande enquête, sur qui doit-on sauver en cas d'accident de voiture autonome. Vous voyez, ce qu'on appelle maintenant les robotaxis. Eh bien, c'est pas compliqué. Vous voyez, on a rassemblé les réponses de tous les pays, et on voit qu'effectivement, en gros, on protège l'enfant, etc., la femme enceinte. Alors, pour une raison inconnue, le chat meurt tout le temps, je ne sais pas pourquoi, mais... Non, mais plus sérieusement, suivant les pays, les réponses sont considérablement différentes. C'est-à-dire que lorsqu'on demande à des pays asiatiques qui on doit tuer en premier, eux disent le jeune. Tandis que nous, dans les pays occidentaux, on va protéger le jeune au détriment, entre guillemets, de la personne plus âgée. Et donc, vous voyez qu'en fonction des pays, donc des cultures, donc des civilisations, on peut avoir des réponses issues des IA qui seront radicalement différentes. En ce sens, les décisions de vie ou de mort qui pourront être prises par ces IA devront être soumises à un débat démocratique, sinon nous rentrerions dans une autre civilisation que la nôtre. Quel alignement sur les principes et valeurs européennes, justement? L'un des dangers ou l'un des problèmes des IA aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le problème d'alignement, c'est-à-dire le fait que les IA répondent à des principes, à des considérations éthiques, morales, sociales ou politiques qui correspondent à nos principes et nos valeurs. Regardez ce qu'en dit un des tout meilleurs spécialistes mondiaux de l'IA, Stuart Russell, lors d'un reportage fascinant
sur justement ce que sont les problèmes d'alignement des machines. We Regardez. build a machine and we put the objective into the machine and the machine pursues the objective. So you put in the objective of find a cure for cancer as quickly as possible. Sounds great, right? Okay, well, probably the fastest way to do that is to induce tumors in the entire human population and then try millions of different treatments simultaneously. Then that's the quickest way to find a cure. That's not what you meant, but that's what you asked for. So we call this the King Midas problem. King Midas said, I want everything I touch to turn to gold, and he got his wish, and then his food turned to gold, and his drink turned to gold, and his family turned to gold. It's like died in misery and starvation. You know, this is a very old story. We are unable to correctly specify the objective. Voilà. Ça résume, de la part d'un des grands sachants dans le domaine de l'IA, ça résume l'un des problèmes. C'est qu'on ne sait pas encore comment transmettre nos principes. Et effectivement, nos objectifs peuvent être compris, entre guillemets, par la machine d'une manière qui est totalement différente, avec des biais, des discriminations, enfin, toutes choses qui posent de vrais problèmes. Un autre problème qui a été évoqué d'ailleurs dans la présentation qui nous a été faite par M. Ginesi et effectivement de la conférence elle-même, c'est le problème des données. Les données, et en particulier les données personnelles, sont infiniment nécessaires, indispensables à l'heure actuelle, ça pourrait changer, à l'entraînement des IA. Mais c'est peut-être aussi un outil, et on le voit de plus en plus au travers de ce qu'on appelle maintenant les guerres hybrides, même si le terme est controversé, c'est un outil fantastique pour contrôler, manipuler une population. Regardez ce que nous dit Shoshana Zuboff, une des meilleures spécialistes mondiales de ces données et de la manière dont elles sont exploitées par les grands acteurs de l'Internet. Ces outils, et alors cette phrase qui est assez belle, nous pensions chercher sur Google, mais c'est en fait Google qui cherchait en nous. Aujourd'hui, Google en sait plus sur vous que votre voisin, que votre compagne ou compagnon, que l'ensemble des personnes qui vous connaissent. Parce que Google a vu tout ce que vous pouviez lui demander, y compris sur votre santé, y compris sur vos activités. Et donc, ce qui était vrai de Google le sera encore plus avec les IA dans les temps à venir. D'où la nécessité de s'interroger sur jusqu'où on laisse ces IA nous connaître, nous manipuler, voire changer même nos principes démocratiques dans les années à venir. Regardez, un autre exemple. Une attaque a eu lieu il y a quelque temps, il y a 4 ans, sur les serveurs de Microsoft, précisément les serveurs d'entreprise, Microsoft Exchange. Et en fait, on croyait que c'était de l'espionnage, mais pas du tout. C'était de la récupération de données d'entreprises de toute taille, petites, moyennes, grandes, pour entraîner les moteurs d'IA chinois. Et donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'une des causes du hacking, donc de l'attaque, ce peut être justement le fait de récupérer des données à des fins industrielles dans le domaine de l'IA. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, des millions, des centaines de millions de comptes peuvent être animés et créés automatiquement par des IA, là encore à des fins au départ commerciales, puis par la suite politique, puis par la suite religieuse, puis par la suite de beaucoup d'autres choses, d'ingérence étrangère. Regardez cette image. Aucun de ces visages n'existe. Ils ont tous été créés par des IA. Ils ont l'air pour autant extrêmement réalistes. Et ils peuvent être créés en l'espace d'un millième de seconde, ce qui fait qu'on peut créer, comme je vous le disais, des millions de faux comptes. Alors regardez l'image suivante. Ce sont les faux comptes effacés par Meta, donc Facebook, lors des différents trimestres. Chaque barre correspond à un nombre en millions par trimestre. Ce qui veut dire que certaines années, il y a eu plus de 6 milliards, entendez bien, milliards, pas millions, 6 milliards de faux comptes effacés en une année. Dernièrement, vous voyez, le dernier trimestre de 2024, c'était 1100 milliards pour le dernier trimestre, 1100 millions, pardon, donc 1,1 milliard pour effectivement un seul trimestre. Aujourd'hui, pour un coût dérisoire, il devient possible de créer une machine automatisée de propagande, de désinformation à des fins électorales. Tout à l'heure, il était question des auditions au Parlement. Nous avons souvent eu l'occasion d'intervenir auprès des parlementaires qui, à juste titre, sont soucieux de cette formidable démocratisation, dans le plus mauvais sens du terme, donnée aux outils de désinformation et de propagande. Ceci est le nom de l'une de ces machines qui a été testée pour le faire, CounterCloud. Pour vous donner une idée, une machine entièrement automatisée qui seule va rédiger des messages, répondre aux gens comme si c'était une personne ou comme si c'était des
centaines de milliers de personnes. Tout cela coûte $400 par mois, c'est-à-dire rien. D'où un risque non neutre aujourd'hui d'une course vers le moins-disant démocratique. Est-ce que l'IA participera ou participe déjà à cette course? C'est une vraie question. Aujourd'hui, dans le rapport que nous vous présentons aujourd'hui, les 3 piliers des droits fondamentaux qui pourraient être menacés, c'est le droit de pouvoir garder sa pensée privée, de ne pas être manipulé, de ne pas être pénalisé pour ses seules pensées, toute chose qui, avec ou à cause de l'IA, pourrait être remise en cause dans les temps à venir. Regardez par exemple le système chinois qu'on appelle le crédit social. Vous voyez ici à gauche ce qui vous fait gagner des points sur le crédit social et à droite ce qui vous en fait perdre. Évidemment, tout ce qui va à l'encontre du gouvernement vous fait sombrer dans le classement du crédit social au point qu'on vous empêche de voyager, d'accéder à des crédits, de prendre l'avion, le train, etc. Toutes choses qui effectivement font, au dire même du Conseil d'État chinois, que les gens sanctionnés dans le cadre du crédit social deviennent des parias au sein de la société chinoise. Est-ce que nous souhaitons cela pour nous-mêmes? À l'évidence, non. Regardez, je ne vais pas vous montrer en totalité, mais un extrait de cet épisode remarquable pour ceux qui connaissent, Black Mirror, qui s'appelait Nosedive. Regardez, une société tout entière basée sur la notation permanente des citoyens. Lacey, got you a smoothie. Got one for everyone, actually. Still a bunch of them for grabs. They're from the organic stall at the farmer's market? Sure. Okay. Thank you. Thank you. We're kinda not talking to Jess. 3.1? What happened? Him and Gordon split up. Oh, poor Jess. No. We're all on Gordon's side. Sure. Obviously. So Jess is kissing ass, trying to scrape himself back. Of course, if he drops below 2.5, then it's bye-bye. Voilà, donc chaque personne peut noter son voisin, sa voisine, et effectivement, ça peut donner lieu à des formes de riposte, de revanche, telles qu'on peut les observer déjà sur les réseaux sociaux. Et là, c'était quelque chose qui a été créé, cette série a été montrée au public 2 ans avant qu'on ne connaisse l'existence du crédit social chinois. Donc on avait des auteurs qui se préoccupaient déjà d'une société tout entière basée sur le like, tel qu'on peut le voir, ou sur la notation avec les étoiles, tel qu'on le voit ici. Regardez aujourd'hui, les scientifiques peuvent déjà déchiffrer des mots et des phrases à partir de l'analyse de l'activité du cerveau. Et je précise, ce n'est pas de la science-fiction. Aujourd'hui, vous avez en Chine des millions d'ouvriers qui portent des casques électroencéphalographiques pour détecter leur niveau émotionnel. Alors, voir s'ils sont fatigués, en colère, etc. Mais ça peut déboucher sur des atteintes que nous jugeons intolérables à leur vie privée, mais que, malheureusement, les Chinois sont tellement habitués à connaître qu'ils ne s'en étonnent même plus. Un autre domaine que les Chinois nous envient, c'est l'indépendance de la justice. Nous avons eu avec Marco Landi l'occasion de faire un procès de l'IA à Paris. Je sais à quel point il est sensible à ces questions. Vous avez l'un des dangers, parce que les Chinois n'ont pas de justice indépendante. Toute décision est prise en fonction des intérêts locaux du Parti communiste et donc des responsables locaux du Parti communiste chinois. Là, vous allez voir un film qui va paraître bientôt sur les écrans, qui s'appelle « Merci » en français, reconnu coupable, qui montre ce que pourrait devenir une justice entièrement entre les mains de l'IA. Regardez. What the? Get me out of this chair. Detective Raven, I'm Judge Maddox, and this is the Mercy Capital Court, a judicial system powered by artificial intelligence. Hold on, just wait a second. With crime rates soaring, lawmakers voted for Mercy. By acting as judge, jury, and executioner, Mercy keeps our city safe. I shouldn't be here. I helped create the Mercy program. I'm proud to have sent the first suspect for trial here, and I will continue to send more until the message is received. Detective Raven, I know precisely who you are. You're before this court today charged with the murder of your wife. Oh my God. Your guilt must fall below the 92% threshold, or you will be executed in precisely 90 minutes. I loved my wife. I didn't hurt her.
Detective Raven. The city's municipal cloud is at your disposal. Every camera, cell phone, and database. You must gather evidence to exonerate yourself. Là encore, vous le verrez, si le cœur vous en dit, en plus ça a l'air effectivement assez prenant, mais cette idée que l'IA puisse être prise comme base d'un système judiciaire, là non plus n'est plus de la science-fiction. Vous avez déjà des outils de ce genre, en particulier sur le calcul, ou en tout cas l'estimation du niveau de récidive possible par rapport à un individu, ce qui pose de sérieux problèmes, là encore, de discrimination dans certaines juridictions américaines. Et on voit bien effectivement à quel point ça pourrait se développer. Regardez ce que dit Kate Crawford, qui est une des meilleures spécialistes de l'impact de l'IA sur la société. L'intelligence artificielle, c'est la politique par d'autres moyens. Ça rappelle la phrase de Clausewitz, la guerre, c'est la politique par d'autres moyens. Clairement, l'IA, c'est politique. Regardez ce que dit Pavel, là aussi, à la Rand Corporation, un chercheur très pointu dans ces domaines. Bien que les technologies aient souvent influencé la géopolitique, avec l'IA, les technos elles-mêmes deviennent des acteurs géopolitiques. Ça, c'est une nouveauté. La diapo suivante est de quelqu'un que je cite rarement, et avec lequel Olena Kouchakowska, que je connais bien, qui est une amie, sait que je suis en désaccord sur quasiment tout, mais, sur ce point-là, il a raison. Un certain Vladimir Poutine. L'intelligence artificielle représente l'avenir, non seulement pour la Russie, mais pour l'humanité tout entière. La nation qui sera leader dans le domaine de l'IA dominera le monde. D'où d'ailleurs, ce que j'entends dire, c'est de sourdes ou secrètes négociations auraient lieu en ce moment entre Trump et Poutine pour justement échanger sur l'IA, parce que les Russes savent à quel point ils auront besoin, entre guillemets, de transferts technologiques dans ces domaines. Malheureusement, comme on en parle, l'IA améliorera aussi les outils. Vous savez, moi qui ai connu le début, entre guillemets, de l'Internet grand public, comme certains d'entre vous ici, je crois, par définition, au départ, on pensait que ce serait un outil d'émancipation et de démocratie. On se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que les dictateurs savent très bien s'occuper de l'Internet pour maîtriser leur population. C'est vrai en Chine, c'est vrai dans d'autres pays, et on voit bien à quel point, je dirais, pour eux, le bénéfice en termes de sécurité de leur régime dépasse largement, effectivement, les risques que l'on imaginait au départ. On a eu 4 moments Spoutnik. Je vais le faire rapidement. Les moments Spoutnik, c'est les moments où un bloc s'est rendu compte qu'il était en retard sur l'autre. Deep Blue bat Kasparov, et là, tout d'un coup, on se rend compte que les meilleurs ordinateurs battent les meilleurs champions d'échecs, 97. DeepMind bat, AlphaGo bat l'un des meilleurs champions, je crois qu'il était coréen, Fan Hui, en 2015. 2017, Poutine déclare l'IA géostratégique, ce que je viens de vous montrer. Et 2025, le lancement public de DeepSeek, l'une des grandes IA, effectivement chinoise, qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers mois. Tout à l'heure, il était question du risque, effectivement, que tout soit vrai ou perçu comme vrai alors que ce serait faux. Pour tout vous dire, ce qui m'inquiète plus, c'est que les gens ne croient plus le vrai et pensent que tout est faux. Mais en gros, nous assistons à un moment où les créations issues des IA génératives, celles que l'on voit créer des images, des vidéos, du son, sont devenues tellement réalistes qu'on ne sait plus regarder cette séquence. Tout ce que vous voyez là a été créé à partir d'une série d'instructions par texte, ce qu'on appelle dans nos jargons un prompt. Regardez. It's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. This is VO3. You introduce a text in this side, and on the other side, a video comes out. Try it out. Do you think I am real? We're gonna light up the sky. Tout cela a été créé par une intelligence artificielle, VO3 en l'occurrence, sans aucune intervention humaine, autre que l'introduction du texte d'origine, du prompt d'origine, pour dire « je veux un chanteur, je veux une chanteuse d'opéra, etc. », etc. Ce qui est fait, et vous voyez le résultat, qui est quasiment indiscernable d'une séquence vidéo classique. Un autre exemple qui nous rapproche de notre rapport. Écoutez bien. Bon, l'intelligence artificielle, on en parle partout, ça transforme plein de choses, mais concrètement, pour nous, ici en Europe, qu'est-ce que ça change pour nos droits, notre société ?
On va essayer de décortiquer ça aujourd'hui en s'appuyant sur un rapport assez dense de l'Institut de la souveraineté numérique et d'Isaïl Freitz. Oui, un rapport important. L'idée, c'est vraiment de voir les enjeux clés, la puissance de cette IA, la politique derrière, les risques et puis la direction que l'Europe essaie de prendre. Exactement. Et ce que le rapport montre bien, c'est que l'IA, c'est pas juste de la tech, quoi. C'est profondément lié à comment notre société fonctionne, à nos libertés. Oui. Ici, Kate Crawford, d'ailleurs. L'IA, c'est la politique par d'autres moyens. Ça résume bien. C'est une bonne formule. Et le rapport reconnaît le potentiel, optimiser l'industrie, aider aux diagnostics médicaux. Bien sûr. Mais il met surtout le doigt sur les inquiétudes. Et pas forcément des trucs de science-fiction, genre Skynet, mais des impacts très concrets, maintenant ou très bientôt. Tout à fait. On peut penser à la surveillance de masse, qui devient beaucoup plus facile avec l'IA. Ou la manipulation, on a eu l'exemple de Cambridge Analytica, c'est parlant. Oui. Et le rapport va même plus loin, il explore comment la protection sociale pourrait dériver vers une sorte de contrôle permanent des comportements. C'est surtout ça, je trouve, qui est intéressant, ce focus sur les conséquences à moyen terme. Et au cœur de tout ça, il y a les données, évidemment. Ah bah oui, le carburant. Chaque clic, chaque like, ça nous profile. Le rapport rappelle cette étude de Cambridge, c'était assez fou, 88% de précision pour deviner l'orientation sexuelle juste avec les likes Facebook. C'est énorme. Et une autre étude, Sanford, je crois, montrait que parfois, ces profils IA sont plus précis que ce que nos proches pensent de nous. C'est dire. Ça donne le vertige un peu. Et ces données, elles ne servent pas juste à nous profiler. Je vais arrêter, mais pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas deviné, ce ne sont pas des personnes qui parlent. C'est une IA, en l'occurrence Notebook LM, produit Google, qui, à partir du texte du rapport, produit ce podcast, cet apparent podcast, avec 2 personnes qui se répondent, en prenant appui sur le contenu et en analysant le contenu du texte. Je vous invite, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas testé, à tester ce genre de choses. C'est assez effrayant parce que, on en parlait justement avec Jean-Marie Cavada, imaginez effectivement les capacités que ça donne pour effectivement se passer d'une personne, d'un rédacteur, d'un animateur, pour faire effectivement des choses. Donc ça porte de vraies questions pour l'avenir. Les autorités américaines sont conscientes du risque que représente la Chine, je vous l'ai dit, et veulent ralentir, on l'a vu encore plus ces derniers temps avec Donald Trump, mais pas forcément étouffer les technologies chinoises. Regardez ce que dit Peter Wenning, le patron d'une très remarquable entreprise hollandaise, enfin ancien patron maintenant, d'ASML, sur le risque que ferait courir cet embargo sur les technologies américaines. C'est qu'à terme, et c'est ce qu'on est en train de voir, les Chinois sont en train de contourner l'obstacle pour développer leur propre système. Ce que nous, Européens, n'avons pas fait, les Chinois vont le faire et vont se souvenir que la souveraineté, pour eux, est une notion essentielle dans leur stratégie pour les années à venir. Récemment, les Chinois ont même menacé l'Europe de bloquer effectivement les terres rares si on ne livrait pas certains secrets industriels des entreprises. Certains ont parlé, dont Stéphane Séjourné, ont parlé quasiment de raquettes que voulaient installer les autorités chinoises, au point que Ursula von der Leyen s'est inquiétée, au point d'envisager des sanctions en retour si effectivement ces restrictions sur les terres rares, qui, comme vous le savez peut-être, sont essentielles à la composition de tous les systèmes électroniques et technologiques actuels, par définition, on est dans une période d'affrontement par rapport à ces technologies. Des drones aux armes autonomes, là on rentre dans des domaines pas sympas du tout. Regardez cette séquence. We're still pretty far from the Terminator. But Stewart says we're not as far from something like this bee-sized drone. He imagined one and made a movie that he hopes will freak you out. In Stewart's movie, we see swarms of them armed with explosives set loose on their targets. The main issue is you're creating a class of weapons of mass destruction, which can kill millions of people just like a nuclear weapon. But in fact, it's much easier to build, much cheaper, much more scalable, in that you can use 1 or 10 or 100 or 1,000 or 10,000. Whereas with a nuclear weapon, it's sort of all or nothing. It doesn't destroy the city and the country that you're attacking. It just kills all the people you want to kill. All males between 12 and 60, or all males wearing a yarmulke in Israel. The weapon Stewart's describing is terrifying if it works perfectly. With the current state of tech, many experts say it wouldn't. But that could be even scarier. N'oubliez pas que ce documentaire date de 2017, c'est-à-dire bien avant la guerre en Ukraine. Depuis, les technologies se sont très largement perfectionnées, les systèmes d'IA aussi, et donc les capacités effectivement des armes autonomes, c'est comme ça qu'on les appelle,
qui font l'objet de négociations, y compris aux Nations Unies, puisque j'ai eu l'occasion de suivre des négociations aux Nations Unies, sont effectivement un sujet immense pour l'avenir. Des conséquences culturelles. Tout à l'heure, il était question de certaines personnalités qui imaginent qu'on devrait modifier l'humain pour le rendre, entre guillemets, plus intelligent. Je ne citerai pas, mais certains le pensent. Ça s'appelle le transhumanisme. Il y a aussi une idéologie qu'on appelle maintenant le long-termisme, ou l'eugénisme, qui là, pour le coup, est loin d'être récent. Mais tout ça se mélange et vous avez une sorte de nouvelle philosophie qui se met en place autour des géants de la Silicon Valley dans ces domaines et qui est particulièrement inquiétante. Regardez la déclaration transhumaniste. En gros, c'est accepter, embrasser toutes ces modifications, qu'elles soient génétiques, qu'elles soient informatiques, ou même de la fusion entre les deux, de l'informatique et de la biologie, avec par exemple Neuralink de Elon Musk, et beaucoup d'autres. Et en gros, ils disent qu'il faut y aller bien davantage. Et regardez, le problème, c'est que ce credo a quelque chose de particulier. C'est qu'il nous permet aussi, enfin, il leur permet d'envisager de repousser toute forme de régulation éthique, y compris d'ailleurs sur le développement durable, puisqu'il a été question de ça, en disant c'est pas grave, l'important c'est que les humains finissent par coloniser d'autres planètes. Vous connaissez le credo de Elon Musk dans ce domaine, il y est un peu revenu, mais enfin, pas totalement. Et en disant la destinée de la planète est plus importante que la liberté de chacun, et donc on doit sacrifier les libertés au profit de la destinée multiplanétaire de l'espèce humaine. Je vous laisse libre de juger si vous souhaitez que vos libertés soient limitées au nom d'un futur fort hypothétique de peuplement d'autres planètes. L'une des questions essentielles, quelle est notre réponse à nous, Européens? Si nous ne développons pas notre propre écosystème, au-delà de toute forme de régulation, au-delà de toute forme d'intention politique, si nous n'avons pas une politique industrielle dans ces domaines, nous serons effacés. Ce que dit très bien le rapport d'ailleurs de Mario Draghi, sur lequel je vais revenir, regardez ce que dit Mariana Mazzucato, une économiste italo-américaine remarquable. Il n'y a pas une seule des technologies de l'iPhone qui n'ait pas été financée par l'État fédéral. Regardez les noms. Réseau sans fil, Internet, GPS, écran tactile, assistant personnel Siri, et on pourrait continuer. Réalité augmentée, réalité virtuelle, tout ça a d'abord été financé sur des fonds militaires. Si nous ne développons pas nous-mêmes des passerelles entre recherche civile et militaire, effectivement, nous n'y arriverons pas. Regardez les investissements privés effectués pour la seule année 2023 dans les différents pays du monde et aux États-Unis. France, vous voyez, c'est 1,69. États-Unis, 67,22. Vous faites le calcul, on est à plus de 30, près de 40 fois. Etc., etc. Vous voyez effectivement les disparités d'investissement. Regardez ici, les investissements cumulés dans les startups entre 2013 et 2022, avec des zones massives. Vous voyez, le chiffre du haut, c'est le nombre de startups, le chiffre du bas, en milliards de dollars, c'est le niveau d'investissement. États-Unis, 249 milliards de dollars, France, 7. United Kingdom, donc Grande-Bretagne, 18, Allemagne, 7 comme nous. Vous voyez, on voit les différences, et évidemment, Chine, 95. Ce que dit l'excellent rapport de Mario Draghi, que je vous conseille vraiment, c'est que si nous ne prenons pas notre destinée en main sur les technologies stratégiques, nous assisterons à une agonie de l'Union européenne. Et ce n'est pas n'importe qui le dit, c'est l'ancien Premier ministre italien et surtout l'ancien patron de la Banque centrale européenne qui nous a sauvés pendant la crise des subprimes. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine maîtrise des questions géostratégiques et économiques. Regardez ce qu'il dit. Nous sommes les plus ouverts, les plus dépendants. Nous avons le prix de l'énergie le plus élevé en Europe. Nous sommes sévèrement en retard dans les techs et nous sommes les moins prêts à nous défendre militairement. Regardez des chiffres. Notre ratio échange sur PIB dépasse 50%. 37% en Chine, 27% aux États-Unis. Donc en gros, nous ouvrons grand les portes quand les autres nous les referment au visage. Nous importons plus de 80% de nos technologies numériques. Un chiffre que personne ne connaît, la part des technologies françaises dans l'achat en France de technologies. Cette part s'élève à 1,5%. Au moins, ça recadre un peu les choses. Seuls 10 États membres dépensent plus de 2% du PIB, ça vous l'aviez compris, c'était effectivement les discussions qui ont eu beaucoup lieu. D'où l'importance, la nécessité, l'urgente et ardente nécessité de développer une troisième voie qui soit protectrice. Et comme le dit souvent Jean-Marie Cavada, le but n'est pas de dire il faut légiférer, donc bloquer, au contraire. L'idée, c'est de créer une attractivité. Regardez ce que disait Charles Michel, le président du Conseil, il y a quelques temps, il y a 5 ans, entre le modèle technologique américain, business avant tout, et le modèle autoritaire chinois, il y a une place pour un modèle attractif centré sur l'humain. Cela pourrait bien être la marque distinctive de la voie européenne dans la révolution numérique.
C'est tout le mal que je vous souhaite, puisque parmi vous, je sais que parmi certains d'entre vous sont les acteurs dans ces domaines, c'est d'aider à développer cette voie européenne, cette troisième voie, et justement en synergie avec une véritable politique industrielle, ce qui est là aussi l'enjeu des prochaines années, parce que si nous n'investissons pas massivement dans ces domaines, il est clair que nous deviendrons, comme nous dit une excellente amie, la sénatrice Morin-Desailly, une colonie numérique de 2 continents. Donc il nous faut cela, et j'ai eu grand plaisir à vous en parler ce soir, et je laisse la parole à Jean-Marie, qui effectivement pourra revenir effectivement plus avant sur les aspects politiques. Et ici, vous voyez le rapport en français et en anglais sur le site à la fois de l'Institut des droits fondamentaux numériques et de l'Institut de la souveraineté, qui est accessible gratuitement. Donc nous serons toujours attentifs et serons heureux de répondre à toutes vos questions, d'une part ce soir, évidemment, avec le temps qui nous restera, mais aussi, si vous nous écrivez à propos du rapport, ce sera toujours avec grand plaisir. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Bernard Benamou. C'était passionnant. Je vous laisse récupérer votre place dans le fauteuil. En effet, et vous l'avez dit un petit peu en amont, juste après l'intervention de Jean-Marie Cavada, il vous sera possible, cher public, de poser vos questions à nos intervenants. C'est vrai qu'ils nous apportent des réponses, mais aussi ils nous font nous poser un certain nombre d'interrogations. Je vous en prie, Jean-Marie Cavada, c'est à vous. D'abord, je voudrais, en vous remerciant, dire un tout petit mot que je n'avais pas prévu de donner, mais qui a été tout à l'heure initié par M. Jean Leonetti, et qui était tout à fait vrai, et que M. Ginesti a souligné à son tour. Je voudrais rendre hommage à la mémoire de M. Pierre Lafitte. Pourquoi moi qui ne suis pas du territoire? Pourquoi moi qui ne suis pas du territoire, je me mêle de faire cette affaire? Quand j'ai construit ce qui s'appelle aujourd'hui France 5, une chaîne que j'avais conçue pour compenser les dérives de la chaîne la plus connue du service public qui était France 2 et qui commençait à courir dans la compétition derrière TF1. Et donc je pensais, comme c'était le cas en Grande-Bretagne notamment, qu'il fallait une chaîne qui, je dirais, soit moyen haut de gamme dans un langage populaire. Ce qui fut fait et ce qui donne aujourd'hui France 5. Pierre Lafitte m'a soutenu dès le départ en assurant, je dirais presque, la complicité du Sénat. Et je voudrais dire que cet homme avait vu vraiment juste en se ralliant à notre projet, au projet que j'avais dessiné sur une table. C'est pourquoi je me suis permis de faire cette intrusion dans la vie départementale et locale, mais naturellement le travail de cet homme, comme celui de ses successeurs, a largement dépassé le raisonnement régional pour être au niveau régalien national. J'ai visité ce matin, et je ne l'avais jamais fait malgré les X invitations de Pierre Lafitte précisément à le faire, je n'en avais pas trouvé l'occasion, la circonstance. J'ai visité ce matin Sophie Antipolis, d'une part la maison de l'IA, d'autre part un certain nombre d'autres entreprises en compagnie de nos hôtes, dont je veux d'ailleurs souligner la vraie qualité pédagogique. C'était vraiment intéressant. Qu'est-ce que j'ai vu? Au fond, quelque chose que je n'ai pas trouvé ailleurs en France pour l'instant, ou alors de façon moins grande et sous d'autres formes, dans d'autres 2 ou 3 autres villes des régions françaises. Vous ne m'entendrez d'ailleurs jamais parler de province, que je trouve disqualifiant, et qui est une expression des Jacobins qui dirigent notre pays, et qui n'est pas du tout mon sentiment dans un pays où 75% de la richesse nationale est produite hors de la région parisienne, mais dont on n'entend pas vraiment la voix économique, la voix politique, la voix culturelle, la voix des idées, parce que des chercheurs, des philosophes, des penseurs, etc., il y en a beaucoup dans les régions. Eh bien, qu'est-ce que dit cette vision que vous avez eue dans cette région avec Sofia d'une part et avec tout ce qui s'est aggloméré tout autour? Eh bien, une implantation territoriale dont je ne mesurais pas d'ailleurs la vraie relation avec le territoire. Et là, j'ai pris une leçon aujourd'hui en visitant cette affaire et je vous en remercie. Tout à l'heure, mon ami Bernard Benamou a posé les questions, a
tricoter un peu l'ampleur du problème, je dirais question par question qu'il faut résoudre. Je voudrais esquisser quelques réponses. Je ne vous apprendrai pas grand-chose ce soir, je ne le crois pas, mais je voudrais à la fois dédramatiser et à la fois prendre avec beaucoup de gravité les questions que pose aujourd'hui l'invention d'une machine par les hommes, capable d'égaler les hommes, et peut-être même, du point de vue mécanique, c'est sûr, c'est déjà fait, mais peut-être un jour aussi de dicter dans leur cerveau, comme l'a montré d'ailleurs un certain nombre de diapos de Bernard, de dicter aux hommes leur façon, disons, de se conduire, à défaut même peut-être de penser. Au fond, l'IA, le numérique en général, qui a produit des monopoles, c'est-à-dire des sortes de choses que, selon le sénateur américain Sherman, au début du siècle dernier, avait défini comme des adversaires de la démocratie, ce que je non seulement comprends, mais ce que j'approuve. Dans un pays où les monopoles ont été toujours un sujet de combat de la part des autorités fédérales, et au fond, c'est dans ce pays que les plus grands monopoles mondiaux de la technologie d'aujourd'hui et de demain, celle qui prépare l'avenir, celle qui va répartir les forces dans les différents continents, c'est dans ce pays que ces monopoles ont trouvé refuge. Si je dis cette chose, c'est parce que je voudrais casser un peu de porcelaine, car ça suffit. Le numérique en général et l'IA en particulier sont en train de déverser dans le monde entier un colonialisme sophistiqué d'une finesse inouïe qui s'appelle le colonialisme juridique, puisque c'est probablement, hors la puissance militaire des vainqueurs après la Deuxième Guerre mondiale, lors de la Deuxième Guerre mondiale, la seule fois où, sans blesser personne, ou en tout cas en apparence, sans tuer personne, en tout cas en apparence, au moins jusqu'à présent, une disposition juridique a permis d'imposer une loi dans le monde entier. De quoi je parle? En 1996, le président américain Clinton a fait voter par le Congrès une loi qu'on appelle, les juristes, s'il y en a dans la salle, la reconnaîtront, la section 230. Qu'est-ce que dit cette section 230? Elle dit non pas que le président et le Congrès ont cédé au remboursement par des méthodes de protection gouvernementale de l'argent électoral qui avait largement alimenté la campagne de M. Clinton, car c'est de ça qu'il s'agit, l'argent de la Silicon Valley, mais elle dit quelque chose d'assez effrayant quand on y pense, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas responsables de ce qu'ils diffusent. C'est la première fois dans l'histoire de la communication au public de tel ou tel média, or ce sont des médias, c'est la première fois que l'on dégage de toute forme de responsabilité juridique, financière, pénale et autres, les responsables de ces réseaux. Pourquoi est-ce que ceci a été demandé à l'administration Clinton? Pour une raison simple, c'est que plus on autorise à n'importe qui, disant n'importe quoi, plus on provoquera de réactions, plus on grossira le trafic sur les réseaux, plus on grossira l'influence de tel réseau, de tel autre réseau, de tel autre concurrent, et au total, plus on draguera de chiffre d'affaires à ramener dans les entreprises. C'est un acte que je juge d'une immoralité insensée. Si un petit journal, je vais en prendre un qui n'est pas d'ici, le Petit Bleu des Côtes du Nord, s'il existe encore, qui péniblement doit diffuser à quelques petits milliers d'exemplaires, insulte une personne anonyme, un élu, un scientifique, un artiste, ou s'il lui porte tort d'une façon beaucoup plus grave encore que la simple altération de la réputation, eh bien, il paiera une amende forte, il ira peut-être en prison, la loi le prévoit, et en tout cas, les sanctions seront extrêmement lourdes. Mais qu'est-ce que vaut aujourd'hui ce petit bulletin, si je puis dire, à côté des milliards de messages diffusés par les réseaux et qui vont désormais non pas se contenter de diffuser le sentiment des humains, quel qu'il soit,
mais qui vont se hisser à diffuser des nouvelles qu'ils auront fabriquées eux-mêmes, dans toute l'acception que Bernard vous a démontrée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fond, où est la responsabilité? La responsabilité, de mon point de vue, elle est, en ce qui concerne nous, Européens, ce n'est pas à nous d'aller faire les lois des États-Unis, même si elles nous envahissent, ce qui est le cas, puisque ça a été exporté, cette irresponsabilité, dans le monde entier. Non, c'est à nous, Européens, c'est-à-dire citoyens d'un continent, désignant des élus dans ce continent, pour aller gouverner une politique régalienne dans le système de gouvernement sur lequel je vais m'étendre un instant tout à l'heure, c'est-à-dire le continent européen. C'est à nous de prendre en main les choses. Il y a beaucoup de raisons pour cela. La première raison, c'est que, même si je ne dénie pas l'idée qu'un des États membres, nous en sommes à 27 actuellement, comme vous le savez, prend des initiatives extrêmement exigeantes. On le voit bien d'ailleurs avec la protection des mineurs. Les Européens, les Français d'ailleurs, dont je salue l'action dans cette affaire, même si elle est encore incomplète, eh bien, on voit que se donne la main avec l'Australie, qui prend des décisions très importantes pour la protection des mineurs, moins de 15 ans, moins de 16 ans, etc. La Grande-Bretagne, le Canada, le Brésil, avec notamment l'État et l'Université de Belo Horizonte, qui sont d'ailleurs des partenaires de notre Institut des droits fondamentaux numériques, eh bien, on voit qu'il y a une réaction. Il n'est pas jusqu'à la Californie qui, récemment, après un premier échec il y a 1 an, a fait voter, il y a maintenant un peu plus de 2 mois, 3 mois plutôt, a fait voter par le Sénat californien une loi contre les réseaux sociaux qui fournissaient aux adolescents en souffrance mentale les moyens de se suicider, avec des précisions sur la façon de couler un nœud, avec la hauteur du tabouret sur laquelle il fallait se hisser avant de donner un coup de pied, et tout un tas de choses aussi épouvantables que ça. Des procès sont en cours dans plusieurs pays du monde, et on voit bien qu'un peu partout se soulève une prise en main dans ce domaine en question, pour l'instant, la protection des enfants, de choses qui auraient dû être légiférées par des gouvernements et des parlements à la tête de pouvoirs qui avaient la responsabilité de protéger les citoyens. Par ces illustrations, je voudrais vous faire comprendre que le moment est venu d'avoir une attitude. Quelle attitude? Eh bien d'abord, est-ce que oui ou non, nous devons faire avec? Les esprits les plus calmes vous diront que non seulement il faut faire avec ces instruments, il faut les laisser, d'ailleurs, apporter quelque chose de nouveau comme d'un outil des humains. Est-ce que nous voulons devenir les smartphones de nos smartphones, nous les humains? Est-ce que nous voulons devenir les outils de tel ou tel projet d'intelligence artificielle? Non. Et on voit bien comment peut s'équilibrer la balance peu à peu. Il s'agit maintenant de trouver les voies et les moyens, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif national, qu'au niveau collectif, je dirais, continental, nous, Européens, avec ce très joli mot qui veut dire les choses dont je vous rappellerai la vivacité dans un instant, si vous me le permettez. Le moment est venu de fournir une sorte de contre-réaction pour apprivoiser l'objet, mais faire en sorte que ceux qui nous représentent soient sensibilisés beaucoup plus vite qu'ils ne le sont, parce que les lois courent derrière la technologie et jamais devant. La technologie, par ailleurs, celle-là, galope tellement vite que les lois, à peine sont-elles sur la table des députés, que le sujet qu'elles prétendent réguler est déjà dépassé par une autre technologie qui est plus complète, plus rapide, etc. Alors, au fond, où en sommes-nous? Vous l'avez dit tout à l'heure, cher Bernard, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Ginestier, Monsieur Leonetti, quand vous avez pris la parole, où se situe notre avenir? Notre avenir se situe dans ce que je viens de dire d'une part, c'est-à-dire que ceci doit rester un outil entre les mains de l'homme et non pas l'homme un outil entre les mains de la machine. Mais d'autre part, il faut une action à la hauteur et de la dimension du problème qui nous est posé.
Cette dimension, c'est l'Europe, et la voie étroite qui reste libre, c'est en effet la voie européenne. Qu'est-ce qu'on veut dire en disant ceci? Je voudrais vous rappeler, chers amis, mesdames et messieurs, ce que c'est que l'Europe. Vous entendez beaucoup dire de la célèbre formule du général de Gaulle, l'Europe, l'Europe. L'Europe, c'est pas en faisant des sauts de cabri que, avec toute la mauvaise foi qu'un grand homme comme lui pouvait se permettre, je dirais qu'il n'avait pas tort. Mais ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Quand on consulte les notes ou les écrits de M. Robert Schuman, le grand ministre des Affaires étrangères d'après la Deuxième Guerre mondiale, et probablement une sorte de curé ou de pasteur ou d'imam ou de rabbin de l'Europe, un grand monsieur, mosellan, né à Six-Chazelles, petite commune qu'à part quelques-uns d'entre nous, probablement personne n'est jamais allé, mais qui, étant en Moselle, avait la double vocation des deux civilisations, allemande et française. Il a dit cette chose que tout le monde interprète assez mal. Plus jamais cela. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et si je m'y attarde, c'est que ceci s'applique désormais au sujet dont nous parlons. Il a voulu dire, bien sûr, plus jamais la Shoah, plus jamais la destruction industrielle de l'homme par l'homme, plus jamais les stades pour les rafles, plus jamais le chemin de fer pour transporter des prisonniers qu'on va de toute façon exécuter, plus jamais les camps de concentration, plus jamais la recherche médicale sur ces gens-là que des bourreaux comme Mengele et d'autres avaient entrepris. Mais il a voulu dire quelque chose de beaucoup plus ancien, profond et extrêmement collé à nos semelles d'Européens depuis 20 siècles au moins. Il a voulu dire plus jamais l'interruption des efforts de gens qui promeuvent la civilisation, plus jamais cette interruption, parce que si on arrête l'effort de civilisation, ce sera l'effort de guerre et les hostilités permanentes qui l'emporteront. C'est ça ce que voulait dire Robert Schuman. Eh bien, nous sommes devant le même problème. Robert Schuman disait plus jamais cela en espérant, et d'ailleurs en commençant à tracer les contours de l'Europe. L'Europe, 80 ans plus tard, reste aujourd'hui la surface de base pertinente pour prendre en main la question que nous pose l'énorme galop, la rapidité et je dirais presque la monstruosité extraordinaire, fascinante des technologies qui aujourd'hui conditionnent notre vie. Qui conditionnent quoi d'ailleurs dans notre vie? Qui conditionnent nos libertés personnelles, individuelles, qui conditionnent le fonctionnement de nos collectivités, politiques, mais collectivités aussi de communautés, qui conditionnent et attaquent les systèmes de gouvernement, qui a pris en main l'économie et qui probablement ira encore plus loin si des esprits malveillants nourrissent cette technologie dans ce sens. Qu'allons-nous faire de ça? Que pouvons-nous faire de ça? Ce que nous pouvons en faire, c'est probablement d'abord de détruire un instrument de propagande qui a envahi les cerveaux de beaucoup de dirigeants. Certains le répètent de mauvaise foi, d'autres le disent de bonne foi. Selon laquelle fable, l'innovation serait brimée par la régulation. Je tiens à dire que je tiens cette formule pour une escroquerie, car si la régulation avait brisé l'innovation, où en serait la recherche médicale aujourd'hui? On n'en serait même pas au vaccin. Où en serait l'industrie automobile aujourd'hui? Il y a un code de la route, c'est bien une régulation. Elle ne se serait pas développée. Et je dis souvent que moi qui suis pilote privé, évidemment, mais dans la vie, et qui aime beaucoup ça, parce que la France est très belle vue d'en haut, eh bien, si la régulation aéronautique, qui est une sorte de code de la route des airs, avait empêché le développement de l'industrie aéronautique, bien entendu, on n'en serait pas là du tout, et l'aviation ne se serait pas développée. Donc tout ça est faux. C'est faux, mais on voit bien quel était l'intérêt qui était sous-jacent à cette propagande et qui a été largement propagée à partir de Bruxelles, il faut dire les choses, où
papillonnent, bourdonnent autour des institutions européennes, qui sont parfois plus faibles que courageuses, venant de ma bouche, c'est vous dire, qui bourdonnent autour pour faire pression dans le sens de leurs intérêts, eh bien, on voit bien que là, petit à petit, ceci a imprégné tout le monde. Non, la régulation n'est pas du tout l'adversaire de l'innovation. Je dirais même que parfois, elle aiguille l'innovation. Encore faut-il que nous sachions de quelle régulation nous parlons. Si la régulation est l'accumulation de normes, de décisions contraignantes petites et qui ne règlent pas la surface globale des problèmes au niveau régalien d'un continent de 450 millions d'habitants que nous sommes, alors en effet, ça donne raison à ceux qui pourfendent la régulation. Mais si le pouvoir politique que nous n'avons pas encore fini de construire au niveau européen était si solidement reconnu par les citoyens au point qu'on puisse, à l'inverse de 2005, instituer un pouvoir régalien qui ne s'occupe que d'une chose précise que je vais vous décrire, le dessus du panier, alors ça marcherait. On aurait des régulations de haut niveau qui encadreraient et n'empêcheraient pas ou ne contraindraient pas l'application d'un certain nombre de règles qui parfois sont tatillonnes en effet. Et au fond, quand je dis ça, de quoi s'agit-il ? Eh bien, les choses sont assez simples, me semble-t-il. Il s'agit d'avoir, au fond, on pourrait presque dire d'emboîter le pas au rapport Draghi, que moi aussi je trouve pertinent, visionnaire, au bon endroit où il doit être. Et il s'agit naturellement de prendre moins de décisions réglementaires et plus d'autorité fondamentale pour réguler. Dans quel domaine doit-on réguler ? Je boucle avec la culture des Européens dont je parlais tout à l'heure. Dans la seule culture européenne qui existe, par opposition aux cultures des 22 cultures qui sont les cultures des 27 pays européens, je mets pratiquement dans le même sac l'Allemagne et l'Autriche, je mets dans le même sac pratiquement les pays baltes, mais il y a 22 cultures tout à fait différentes en Europe. Ce n'est pas de ces cultures-là dont nous parlons. Nous parlons de la culture fondamentale dont Robert Schuman lui-même avait fait la description, à savoir la recherche permanente des peuples qui ont peuplé le continent européen sous des formes géographiques différentes selon les guerres, les traités, etc., depuis pratiquement 20 siècles, c'est-à-dire la recherche de la liberté. Et c'est bien de cela qu'il s'agit pour les individus. Et c'est là-dessus qu'il faut réguler, de faire en sorte que les libertés humaines ne se détruisent pas au profit d'instruments qui, au fond, pourraient n'être que des objets dans les mains de tyrans ou tout simplement de gens, on en voit partout actuellement, hein, de gens qui ont une haine de la démocratie, d'abord parce qu'elle percute leur pouvoir et deuxièmement parce que de toute façon, ils n'en veulent pas. Et puis, si ce n'est pas les individus, dans quoi doit-on réguler ? On doit réguler dans la protection de notre or bleu. Et là, il faut à la fois protéger, mais il faut à la fois aussi avoir une vraie politique industrielle. Vous l'avez dit, Bernard, mais nous ne sommes pas les premiers à le dire, hein, c'est très connu, c'est dans le rapport Draghi d'ailleurs. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette vraie politique industrielle qui est le pendant de la régulation et de la protection de l'économie et des données ? Eh bien, c'est tout à fait simple. Il s'agit de faire en sorte que ces données, aussi précises soient-elles, fassent l'objet d'une autorisation individuelle pour laquelle d'ailleurs il faudra changer les règles actuellement en vigueur parce qu'elles ne le permettent pas. Puisqu'il faut un marché européen des données, mais ce n'est pas suffisant, il faut une politique industrielle d'hébergement des données et de ce point de vue-là, que l'on soit allemand, français, italien, espagnol, encore les Espagnols se réveillent vite en ce moment et c'est tout à fait intéressant de regarder comment ils agissent, qu'on soit danois ou néerlandais, bref. Il s'agit d'avoir une politique industrielle qui permette au cerveau d'Europe, et Dieu sait que nous en avons dans ce domaine précis en plus, de rester sur le territoire européen pour développer cette politique industrielle qui nous manque, à savoir faire avec des start-up des grands groupes européens, voire mondiaux. Ça n'est pas impossible.
La technologie va tellement vite qu'en quelques années, la dimension européenne peut être acquise. Quelques rapides années. Il y a plusieurs obstacles à ça. Il y a d'abord que le marché unique n'est pas terminé, quoi qu'on en dise. Il y a que le marché des capitaux ne fonctionne pas bien, quoi qu'on fasse semblant de le dire. Il y a aussi l'idée que l'Europe, après s'être prosternée devant la magie des technologies américaines, maintenant chinoises, ne sait pas comment construire cette politique industrielle. Et que pour l'instant, je crains beaucoup un certain détricotage de l'Europe, à moins que vous, aux élections européennes, mais aux élections nationales aussi françaises, car si un pays prend des dispositions en pointe, évidemment que les institutions européennes vont être obligées ou intéressées à s'en servir. C'est comme ça que la France a occupé dans le domaine d'ailleurs du RGPD d'une part et de la richesse culturelle, a été suivie par l'essentiel des pays membres de l'Union. Autrement dit, il faut balancer ce qui est la protection de la source même de notre valeur intellectuelle. Il faut protéger, réguler, mais il faut en même temps accompagner et accélérer un développement en Europe qui aujourd'hui n'est pas suffisant, tout le monde le comprend. Enfin, je voudrais dire une dernière chose. J'ai parlé avec des mots assez francs de colonialisme juridique. Il ne manque pas d'apprentis dictateurs à travers le monde, diplômés par la Chine et bientôt peut-être par M. Trump, qui fait des débuts remarquables, si je puis dire. Il ne manque pas aujourd'hui d'ambition continentale, et on a encore eu la preuve aujourd'hui par un certain nombre d'informations qui nous parviennent des États-Unis, de gens qui, au fond, veulent, je dirais les choses telles que je les conçois, veulent faire les poches à l'Europe. Car il s'agit d'abord et surtout de cela. Et dans ces conditions-là, il faut que cet argent, cette richesse financière européenne, aille dans l'investissement européen et ne parte pas transatlantique ou vers le Grand Orient, le lointain Orient, je veux dire, pour qu'il n'y ait pas de confusion, le lointain Orient. Voilà au fond les tâches qui nous attendent aujourd'hui, et par quelques bouts que vous preniez ça, je voudrais terminer mon propos en vous disant que peut-être vous avez été accablé par cette description très concrète de jusqu'où ça peut aller dans différents domaines, la technologie de l'IA. Vous savez, on ne perd que les guerres que l'on n'a pas entamées. On ne perd que les batailles que l'on n'a pas eu le courage d'entamer. On ne les réussit pas toutes, mais quand on ne les réussit pas, au moins on fait reculer les frontières de l'adversité. Et c'est la raison pour laquelle nous devons soutenir aujourd'hui une politique industrielle européenne qui permette que vos données de santé n'aillent pas sur un cloud américain, qui permette que votre identité soit préservée, en termes de cybersécurité notamment, dans des instances européennes, dans des systèmes européens, etc. On voit bien, et je le dis malgré tous ceux qui détestent l'Europe, parce que c'est peut-être ce qui freine un peu leur arrivée au pouvoir, si on parle clairement. Je le dis, et j'ai maintenant l'expérience et même un petit peu les années qui me permettent de voir les choses avec disons, un recul expérimenté. Je dis que l'Europe est aujourd'hui, a besoin d'être revitalisée pour affronter cette bataille dont nous parlons depuis un long moment. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'être les ennemis de la technologie. Il s'agit de faire en sorte que la technologie soit à notre service, à la main des humains, à la main de l'intelligence humaine, et non pas l'inverse. Serons-nous capables de le faire? Moi, je pense que oui. Le voulons-nous ardemment? Non, pas actuellement. Serons-nous obligés de le vouloir? Bien entendu, ça ne tardera pas. Aujourd'hui commencent les scandales de l'assassinat involontaire des mineurs par eux-mêmes, le suicide. S'il y avait ici une assemblée de parents dont les enfants, d'ailleurs, il y en a une à Nice, que je connais, que je respecte, une famille qui a perdu son enfant, qui avait 13 ou 14 ans. Et s'il y avait dans cette salle, vous pensez bien que ce seraient des militants ardents pour la régulation stricte
de ce qui a fait tant de mal à leurs enfants et qui s'appelle un réseau social. Et donc, au fond, nous avons en nos mains les moyens aujourd'hui d'essayer de construire en Europe une industrie européenne de la technologie et notamment de l'IA, qui est l'étape d'après, enfin l'étape de maintenant, la vraie étape, et de faire en sorte que cette étape ne nous amène pas à des débordements qui consisteraient à détruire des humains ou à tout simplement franchir des lignes dont nous avons besoin, de respect des libertés notamment. Et ça, si nous réussissions ça, il n'y a pas de doute que le coup de talon au fond de la piscine ferait que cette version européenne des libertés dans le monde de la technologie repartirait vers le monde entier. Voilà ce que je veux vous dire. La cause, non seulement n'est pas désespérée, elle vous concerne tous. Et il y a des processus démocratiques qui s'appellent les élections pour ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Ce sujet n'est pas étranger à votre vie quotidienne. Il la change, il la perturbe, il s'en saisit. Saisissez-vous du sujet et vous le subirez moins. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Marie Cavada. Je vous le disais que cette conférence ce soir allait être passionnante et en effet ça a été le cas. Alors ça a répondu sans doute à un certain nombre de questions que nous avons pu nous poser par le passé, mais ça en a engendré d'autres, peut-être. Eh bien, si vous en avez, en tout cas, c'est le moment de prendre la parole afin de pouvoir interroger nos deux intervenants de ce soir. Je vous explique le principe, il est extrêmement simple. Il va vous suffire de lever la main. Il y a une personne de notre équipe qui va venir à votre rencontre pour vous apporter un petit micro. Et puis ensuite, eh bien, nos deux conférenciers vont pouvoir vous répondre. C'est à vous, cher public. Allez-y. Bonsoir, merci beaucoup pour cette intervention. Je bois évidemment du petit lait en vous écoutant et on pourrait aborder de nombreux sujets, la dépendance numérique, mais je vais venir sur une intervention sur la régulation. Donc effectivement, ne pas opposer régulation et innovation. Parce qu'on dit souvent, c'est que l'Europe régule alors que la Chine et les États-Unis innovent. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas de régulation sans innovation. Et là, je vais venir sur un chiffre qu'on a appris ce matin, que c'est 75% des Européens souhaitent des lois contre l'automatisation. Et donc ma question, c'est qu'en pensez-vous et quelles sont les bonnes solutions justement pour amortir la destruction créatrice? À qui adressez-vous la question? Voilà. Aux éminents intervenants. Je pense une chose assez simple. C'est assez naturel. Lorsqu'on restreint la vitesse sur une autoroute, ou lorsqu'on se mêle de restreindre la vitesse dans un département, vous avez bien entendu ma formule. Quand j'ai dit « on », ce n'est pas ici. On. Eh bien, les gens, massivement, sont contre. Un certain nombre de pionniers, qu'on pourrait appeler des minorités, sont favorables. Et ils ont souvent leur raison d'ailleurs. Il n'empêche que l'intérêt général s'impose et que petit à petit, cet intérêt général qui s'impose, c'est-à-dire la régulation, fait la pédagogie de l'utilité de cette régulation. Je ne connais pas beaucoup de gens qui sont favorables à l'augmentation des impôts. Pourtant, parfois, ils sont nécessaires. Et si les raisons sont bonnes et bien expliquées, alors on l'admet petit à petit. Ça ne me surprend pas que 75%, comme vous le dites, monsieur, ça ne me surprend pas, soit défavorable, se méfient, tiennent ça à distance. Je dirais presque que c'est un processus normal, classique et assez relativement équilibré, parce que ceux qui se chargeront de cette question et qui l'ont prise en main, ils ont 25% de chance de pouvoir la faire aboutir, ce qui est un bon prorata. Donc je ne suis pas du tout effrayé par ça, monsieur, pas du tout. Si vous avez une autre question, madame. Oui, bonjour. Merci, merci pour ces propos très inspirants. Au mois de mai, il y a Mounir Majoubi qui est venu à Monaco, qui a parlé de souveraineté. Et donc c'est le premier secrétaire d'État au numérique du président Macron, et qui a dit une chose que je vous demanderai, dont je vous demanderai votre opinion. Il a dit,
Si on veut des IA souveraines en Europe, et en particulier en France, il va falloir admettre qu'on ait des outils moins performants. Alors je vais tout de suite répondre. Alors je précise, avant toute chose, parce qu'il faut toujours être prudent dans ces domaines, je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer directement M. Majoubi, mais je peux juger son action et ses discours. Donc ce que je vais dire n'est pas lié à une quelconque querelle, mais je trouve dangereux ce genre de propos. Pourquoi ? D'abord, ce que nous n'avons pas dit, parce que nous n'avons pas voulu d'emblée rentrer dans des questions politiques, c'est qu'il y a eu une forme de schizophrénie dans la perception même du sujet souveraineté. Je vous en parle pour tout vous dire, parce qu'on a créé l'Institut il y a 10 ans. À l'époque, on pensait que la souveraineté numérique, c'est, je cite les gens qui m'en parlaient, c'est de la science-fiction. Je dis, ah bon ? Et je précise que quand nous avons, avec mon ancien collègue du cabinet du Premier ministre, inventé le terme de souveraineté numérique, c'était en 2006, c'était même pas en 2015. C'était suite à nos travaux aux Nations Unies. Et effectivement, à ce moment-là, c'était pour alerter sur le fait que ça devenait important. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle de souveraineté, comme on parle de développement durable. Mais souvent, on ne se met pas, comme le disait le général que citait Jean-Marie tout à l'heure, on ne se met pas en accord avec nos arrière-pensées. Et je précise que les gouvernements successifs de ces dernières années ont dit la nécessité d'une souveraineté, au point même que le ministère auquel j'ai participé dans le passé de Bercy s'est même appelé souveraineté industrielle et numérique, mais d'un autre côté confie les plus grands marchés, les plus stratégiques. Tout à l'heure, Jean-Marie parlait des données de santé hébergées sur le cloud Azure. Je suis désolé, c'est une faute politique et stratégique majeure. Donc, essayer d'aller vers des systèmes européens serait forcément se contraindre à la nullité technologique. Excusez-moi, mais je n'achète pas ce propos. Et quand ça vient de représentants qui ont cautionné, année après année, des choix hautement dangereux, je vous en citerai un qui date d'il y a une dizaine d'années, qui a été effectivement le choix par la DGSI, nos services de renseignement intérieur, d'un système logiciel qui s'appelle Palantir. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Palantir, c'est la société fondée par un certain Peter Thiel avec Karp sur les crédits de la CIA, sur tout ce qui était analyse de l'antiterrorisme. Et quand j'en ai parlé à l'époque à mes collègues de Beauvau, donc du ministère de l'Intérieur, je leur ai dit, c'est pas possible. Ah, mais nous avons pris toutes les précautions. J'ai dit, vous croyez vraiment que la NSA en a quelque chose à faire de vos précautions dans ce domaine ? Donc, vous voyez, on a un État qui, à quelques exceptions près, a été schizophrène, qui n'a pas pris les mesures nécessaires, ce dont nous parlions, sur le financement, sur le Small Business Act, c'est-à-dire l'aide aux petites et moyennes entreprises, qui est un élément qui est fondateur de l'économie américaine, fondateur, qui existe, je le précise, depuis 1953, 73 ans, 72 ans, pardon. Et donc, par définition, nous n'avons pas pris les bonnes mesures. Et quand il s'agit de marchés stratégiques dans l'éducation nationale, j'ai été au cabinet du ministre de l'Éducation, je peux vous en parler, par rapport à Microsoft, quand il s'agit effectivement de marchés structurants pour les données de santé qui sont, mais de manière incroyablement nécessaire au développement de l'IA, au développement de toutes les filières essentielles pour le continent. Si nous ne nous mettons pas à créer notre propre écosystème, ce que dit très bien le rapport Draghi, nous irons vers l'annihilation européenne. Ce n'est pas, vous voyez, c'est pas juste développer une filière un petit peu plus, vous voyez, saupoudrer comme l'ont fait les différents plans dans le passé, où on saupoudrait au travers de 34 filières industrielles. Non, là il y a un choix qui est nécessaire. Et effectivement, le propos défaitiste que vous citiez ne m'agrée pas. Voilà pour une réponse claire. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment, monsieur. Bonjour, merci à vous deux pour... Je voudrais vous demander une faveur, monsieur, excusez-moi, qui est purement fonctionnelle. Je souhaiterais, si vous l'acceptez, que vous puissiez vous lever quand on vous voit, parce que d'ici on ne vous voit pas, et que vous vous... On a les phares voilà, dans la figure, et que si ça ne vous gêne pas, vous vous présentiez esqualité, qu'on sache à qui on parle, puisque vous savez qui vous répond. Merci. Bonjour, merci pour ces deux interventions qui sont très intéressantes. Alors je travaille dans le milieu de la cybersécurité et la dame qui est à ma droite dans les données personnelles. Donc au final, il y a deux choses que vous avez dites qui nous intéressent et qui au final nous percutent. Et en plus, on a un député dans la salle. Les collectivités, l'État qui utilise au final des solutions américaines, sans les citer,
qui au final, certaines collectivités, alors qui ne sont pas du département, mais qu'on peut voir par ailleurs en France, qui lancent des marchés pour trouver un intégrateur, pour intégrer des solutions de Microsoft ou autres, sans se poser la question de savoir est-ce qu'il y a des solutions européennes qui existent en France ou qui existent en Europe et qui au final donnent de l'argent à ces géants pour financer du coup leur IA et les autres produits derrière qui vont nous revendre, et au final c'est un cycle continu. Vous avez parfaitement raison. Vous savez, si on ne se met pas en tête qu'un écosystème, ça se nourrit, ça se développe, j'allais dire presque comme un enfant, c'est-à-dire on doit le suivre aux différentes étapes de sa croissance. Ce n'est pas à ceux d'entre vous, et en particulier, messieurs, à ceux qui s'occupent de la technopole, enfin de Sophie Antipolis, que je l'apprendrai. Par définition, nous avons été là-dessus négligents. Nous, c'est nous, Européens. Je citerai une phrase qui est dure, mais qui est malheureusement vraie, d'un diplomate qui disait il y a quelque temps, en matière de technologie, l'Europe n'a jamais manqué une occasion de manquer une occasion. Ça ne fait pas plaisir à dire pour un militant européen que je suis, mais malheureusement, c'est un peu vrai. Donc à un moment donné, on doit effectivement sortir de la torpeur et se dire qu'effectivement, pour reprendre votre question, des solutions existent. Je citais tout à l'heure le Health Data Hub, donc la plateforme des données de santé qui a été confiée durablement, et malgré les demandes répétées de certains parlementaires pour essayer de faire en sorte que ça bouge, à Microsoft. Par définition, une entreprise, je vais n'en citer qu'une, mais je pourrais en citer plusieurs, s'en est inquiété, enfin plusieurs s'en sont inquiétés, OVH en particulier avec Octave Klaba. Dassault Systèmes, Bernard Charlès a interpellé le président de la République là-dessus lors d'une réunion publique en disant nous-mêmes nous apprêtions à racheter Medidata pour 6 milliards de dollars, vrai argent, et on n'a même pas été consulté. Le président était estomaqué. Et la directrice du projet l'a interrompu. Alors moi je vous dis, j'ai été délégué interministériel, je n'ai jamais interrompu un ministre, mais interrompre un président de la République, pour moi c'est là aussi de la science-fiction. Mais elle l'a interrompu en disant mais nous avons toutes les assurances de sécurité auprès de l'ANSSI, etc. Bon, peu importe, tout ça pour dire qu'on pouvait réunir autour d'une table les meilleurs dans le domaine hébergement, cloud, les meilleurs dans le domaine IA et les meilleurs dans le domaine santé. On ne l'a pas fait. Et pourquoi? Et je vous en parle encore d'expérience, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps. Tandis qu'effectivement, aller sur étagère, dans le cadre d'un contrat UGAP, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'administration, c'est plus rapide. Mais le problème, c'est qu'on se met pieds et poings liés, comme vous le disiez, et qu'en plus, on alimente la capacité de ces entreprises à nous revendre à prix d'or. Certains d'entre vous qui s'occupent peut-être d'ingénierie réseau ont peut-être entendu parler de VMware qui a fait exploser le prix de ses licences, je ne sais plus, par 4, par 8, enfin bon, c'était complètement délirant. Je veux dire, c'est de l'extorsion. L'impôt que représentent les trois principaux clouds sur les entreprises européennes, trois principaux clouds qui représentent plus de 77% du marché du cloud européen. Les trois, c'est-à-dire Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud. Par définition, c'est un impôt. Et donc, si effectivement cet impôt sert à les enrichir, à leur permettre le développement et la R&D pour justement les prochaines générations de technologies, la porte se referme. Donc oui, effectivement, c'est une volonté. J'ai aidé à faire des programmes pour développer justement les PME dans le domaine des technologies quand j'étais au ministère de la Recherche, en particulier dans le domaine du mobile, à une époque, effectivement, c'était en 2009, c'était le tout début des services mobiles, vous voyez, c'était encore un peu frais. Mais je veux dire, là, on a une urgence à aller fort et vite. Et effectivement, à faire ce que nous, Français, avons du mal à faire, c'est l'analyse rétrospective des erreurs. Moi, je ne veux pas pointer du doigt des personnes, je veux pointer du doigt des principes de dysfonctionnement. Et c'est vrai que sur le marché européen des capitaux que citait fort justement Jean-Marie Cavada, sur effectivement les investissements nécessaires, massifs, ce que propose Draghi, c'est 800 milliards par an sur une dizaine d'années. 800 milliards par an, pour vous donner une idée, le plan Covid de relance, c'est 750 milliards en une seule fois. Donc on est dans un registre, ce qu'il propose, c'est 5% de la richesse européenne par an. C'est énorme. Mais en gros, il dit, c'est ça ou rien. C'est ça ou l'annihilation. C'est une façon effectivement un peu dramatique de présenter la chose, mais ça a le mérite de la clarté. Et à un moment donné, nous ne pouvons pas nous permettre d'être uniquement défensifs. Et je vous en parle pour avoir rédigé des textes de régulation. Si vous n'êtes que défensif, vous perdez. Toujours. Toujours. Si vous n'avez pas un bras armé industriel, ce que comprennent fort bien les Américains, si vous n'avez pas un bras armé industriel, vous n'existez pas.
Donc oui, effectivement, c'est de ça dont il faudra parler dans les temps à venir. Merci beaucoup Bernard Benamou. Alors, je vais donner la parole à un dernier... Pardon mademoiselle, je voudrais compléter... Assez rapidement, si c'est oui, possible. Oui, absolument. Comptez sur moi. Bien sûr. Je voudrais compléter ce que dit Bernard, parce que les citoyens que nous sommes, que vous êtes, ont le droit de se hisser au niveau des grandes questions de l'État. C'est même pour ça qu'on vote. Et là, il y a 2 observations qu'il faut remarquer. La première, c'est que nous sommes tellement pénétrés de l'ultralibéralisme de l'école de Chicago, qui n'a rien à voir avec le libéralisme, qui est une déformation, si je puis dire, que nous n'osons pas faire intervenir l'État dans les domaines qui le concernent et le regardent en direct, c'est-à-dire le régalien stratégique. Comment les Américains ont-ils développé leurs outils? Avec l'argent du Pentagone. Comment ont-ils redressé Boeing, qui était dans une mauvaise... même chose, etc. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième, mais pourquoi donc? Par quelle aberration, par quel mépris, par quelle négligence on n'a pas obligé la mise en place du fameux Small Business Act qui est fondamental et qui n'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Voilà. Vous voyez, j'ai été court. Parfait. Vous avez été parfait. On a une dernière personne présente dans la salle qui a très envie de poser une question. Monsieur, allez-y. Et puis, c'est vrai que je vous demanderai d'essayer de faire des réponses assez synthétiques pour qu'après, on puisse poursuivre la soirée. Merci. Bonjour, je suis Marc Romboville. Merci de rallumer. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que la souveraineté, comme est un pays démocratique, la souveraineté, ça commence par la population. Et la population, voilà quelques années maintenant, voulait débarquer une IA auquel elle ne comprenait rien du tout, l'obligeant à traiter de sujets qu'elle était au-delà de se préoccuper jusqu'à présent de façon cruciale. Et je crois que maintenant, comme tout a été fait un peu en dépit du bon sens, parce qu'on a laissé la grande vague de la technologie envahir tous les segments de la société, des réseaux sociaux, voilà, et très maladroitement. Et maintenant, on se pose plein de questions. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, je crois qu'il faudrait s'attaquer à une chose, c'est que l'IA, ce n'est pas un virus comme on l'a attrapé en 2020, et c'est vraiment des segments particuliers de la technologie qui sont mis en œuvre, et par qui? Par des équipes de gens, quelque part, dans des équipes de Google, dans des autres équipes, etc., pour générer à cadence infernale des versions de ChatGPT, de Gemini et tout, etc., auxquelles on ne peut, la culture qu'ont les gens ne peuvent se raccorder à rien du tout et subir de façon catastrophique. Bon. Merci, monsieur. Finalement, c'est plutôt une démonstration qu'une question. Maintenant... Est-ce que vous avez une question précise à poser à nos intervenants ou est-ce que vous vouliez simplement donner votre point de vue, ce qui est d'ailleurs tout à fait intéressant également? Voilà. Bon, alors donc ma question, c'est est-ce que monsieur Ginesi prendra ma carte de visite pour me donner rendez-vous? Parce que je crois que maintenant... Ah, on n'avait pas compris que c'était ça, votre prise de parole. C'est donc clair. Vous savez qu'il y a un service public qui fonctionne. Pour ça, ça s'appelle la Poste, un petit courrier. Merci pour votre intervention. Moi, je suis direct. Il est d'accord, Charles Ginesi est d'accord, il nous fait signe. Bon, on va pouvoir de ce fait passer à la suite. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions des personnes qui sont ici présentes ce soir. Je vais maintenant inviter Marco Landi à monter sur scène. Vous pouvez l'applaudir d'ailleurs, parce qu'évidemment, il est très important dans l'organisation de la soirée de ce soir. Il est président du comité d'experts Smart Deal du département des Alpes-Maritimes et président de l'Institut Europe IA. Marco Landi, c'est à vous. Bonsoir les amis, bienvenue et surtout merci Jean-Marie et Bernard. Restez messieurs, restez. Il y a une petite surprise pour vous après. Jean-Marie, tu vois là. Ah, tu veux regarder de la salle. Ok, comme tu veux. Regarde, Institut Europe IA. Avec Charles-Ange Ginesi, on a commencé notre mission
il y a maintenant 8 ans. Mais tu vois qu'en bas, il y a écrit « comprendre pour agir ». Et je suis très contente de tout ce que vous avez dit, votre intervention, parce qu'il est exactement en ligne avec la mission que nous on s'est donnée. Depuis 8 ans. Et on continue. Et je suis très contente, Jean-Marie, de la proposition de faire une alliance entre l'Institut Europia et ce que vous faites à Paris pour allier le Sud et le Nord, mais amener de plus en plus la voix de tout ce que nous on fait ici, dans le Sud, à Paris. Et on fait beaucoup de choses. S'il te plaît, Julien, vas-y. On organise pas seulement des conférences comme celle-là, mais on organise pendant l'année, et je vous invite déjà sur les 3 grands événements qu'on va organiser au Palais des Festivals de Cannes, le World AI Cannes Festival, 12 et 13 février. Vous êtes tous invités. Deuxième, quelques nouveautés qu'on a commencé cette année, le World AI Film Festival. Commencé cette année et déjà qui est devenu mondial. On va avoir l'édition en Corée, au Japon, en Chine, au Brésil et bientôt dans d'autres pays. Et on va amener les meilleurs talents du monde entier à Cannes les 21-22 avril. Mais vous savez qu'il y a aussi de nouvelles technologies qui sont en train d'avancer. Et nous, on veut être à la pointe de tout ça. On veut discuter de tout ça. On veut faire découvrir tout ça. C'est la raison pour laquelle on a lancé, merci au département, merci au Palais des Festivals de Cannes, le World Cannes Quantum Festival. Sera les 17 et 18 de novembre. Vous serez invités, vous êtes tous invités. Vous voyez que quand même dans notre département, on peut être fiers. Et merci, Charles-Ange, du support que tu nous donnes. 3 grands festivals qui, dans l'année prochaine, ils vont être vraiment mis en avance et qui vont nous donner beaucoup plus de visibilité à la Technopole. Et je demande que toutes les fois qu'il y a des visiteurs de niveau de Jean-Marie et de Bernard, on les amène à visiter Sophie Antipolis. Parce que vous avez vu comment ils ont bien compris l'importance de tout ça. Ils seront des ambassadeurs de notre département. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Marco Lundi. Je vous ai demandé à tous les deux de rester sur scène parce qu'il y a une petite surprise pour vous, en effet. Et pour cela, je vais demander à Charles-Ange Ginesi, le président du conseil départemental, et à Jean Leonetti de monter sur scène. Ça va être le moment de vous remettre des mélèzes des Alpes-Maritimes. Les mélèzes des Alpes-Maritimes, de quoi s'agit-il? Non, on veut rester, il y a un cadeau pour vous. C'est pour ça que je vous demande de rester depuis tout à l'heure. Vous allez recevoir un magnifique prix. Franchement, je vous remercie, mais j'ai l'impression de faire partie du décor maintenant. C'est un peu tôt. Vous voulez pas un cadeau? Pourtant, voilà, ce sont des prix qui permettent au département des Alpes-Maritimes de vous remercier pour la qualité de la conférence qui a été donnée ce soir. Il y a une personne de notre équipe, évidemment, qui va venir pour vous les apporter immédiatement. Ces mélèzes, vous pouvez les regarder et c'est l'œuvre d'ailleurs d'un artiste maralpin qui s'appelle Éric Garance. Voilà, donc en plus, c'est un trophée Made in Sud de la France et Made in département des Alpes-Maritimes. Charles-Ange Ginesi, je vous laisse les remettre à nos conférenciers. Et puis c'est le moment également pour notre photographe de faire une petite photo officielle, évidemment, puisque tout le monde est au centre de cette scène. Messieurs, ce que je vous propose, c'est d'être dans la lumière pour la photo que vous allez faire avec notre photographe juste ici. Hop. Bernard Benamou, vous pouvez vous mettre juste là. Allez-y, Jean Leonetti. Que j'explique quand même
en 2 mots ce que je viens de dire à Jean-Marie Cavada, c'est que notre artiste, Éric Garance, s'est inspiré du mélèze du Mercantour, celui qui se trouve à 1700 mètres et que l'on croit en hiver comme étant un arbre perdu, puisqu'il perd ses feuilles qui deviennent jaunes et qui font qu'on dirait des squelettes qui sont dans les champs de neige. Mais l'été, ils reprennent leur parure d'une verdure flambante. Le palmier de la Côte d'Azur, qui rappelle toute la Côte d'Azur, le littoral, et la baie des Anges, qui a été si bien définie par Stéphane Liégeard, Madame la sénatrice, qui est présidente du Côte d'Azur France Tourisme, qui défend cette Côte d'Azur, que j'ai omis de souligner tout à l'heure, parce qu'elle est arrivée quelque temps un peu après le départ de notre promotion, et de dire également à notre ami David Kodomniki, qui est le vice-président en charge de tout ce dont on a parlé ce soir au conseil départemental, combien je le remercie d'être avec nous. Et puis, nos origines, puisque le département, c'était le département sous domination des ducs de Savoie, en tout cas pour la partie niçoise, la rive gauche du Var, et la partie étrangère, puisque la partie droite, la partie italienne. Et avant le rattachement à la France, donc domination du duc de Savoie, qui était également roi de Sardaigne, et en 1860, le rattachement à la France, à la Provence, avec la fleur de lys. C'est un symbole que vous emporterez à Paris et qui vous rappellera cet texte et la croix de Provence. Elle est où ? C'est la croix de Savoie. C'est la croix de Savoie, et Jean Leonetti vient de baptiser la croix de Savoie la croix de Provence. Alors, la croix d'Antibes. Donc, là, on est en train de refaire complètement le symbole du département, mais c'est une adaptation que j'accepte volontiers. Merci en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour l'excellence de vos interventions. Merci. Merci. Merci pour cette conférence. Je vous invite à rester juste ici, Jean Leonetti et Charles-Ange Ginesi, puisque ça va être maintenant le deuxième temps fort de cette soirée, avec la remise des trophées Alpes-Maritimes Terre d'IA. Ce sont des trophées qui vont être remis à des personnalités qui œuvrent au quotidien pour le développement de l'intelligence artificielle sur notre territoire. Alors, il y a 2 lauréats ce soir. Je vais donner leur nom et ensuite, je vais les inviter à monter sur scène. Excusez-moi, je vous passe devant. La première lauréate est Hélène Kouchakowska, présidente du SAP Labs France. Et la seconde lauréate de ce soir est Candace Johnson, fondatrice du SES, c'est la Société européenne des satellites. Bravo mesdames, je vous invite à venir bien sûr sur scène. Et puis le temps que vous vous installiez, ça va me permettre de vous donner à tous quelques éléments de leur profil. Hélène Kouchakowska est donc dirigeante franco-ukrainienne dans le secteur des technologies, spécialiste du développement logiciel, recherche et développement de l'intelligence artificielle. Elle est diplômée de l'Université de Kiev en Ukraine en mathématiques appliquées. Elle a pris ses fonctions au SAP France, c'était en 2023. Elle a aussi contribué à la création du consortium Conseil industriel pour la recherche en intelligence artificielle. Voilà pour quelques mots du profil d'Hélène Kouchakowska. Et puis bien sûr Candace Johnson, fondatrice du SES, Société européenne des satellites. Je donne quelques éléments du profil de Candace Johnson. Elle est entrepreneuse, dirigeante de premier plan dans les secteurs internationaux du spatial et des télécommunications, et puis partisane engagée, c'est important de le signaler, de la place des femmes dans la gouvernance. Elle a cofondé l'initiative Global Board Ready Woman. Bravo à vous. Et merci à tous. Voilà, cette conférence touche à sa fin avec une jolie photo qui est faite actuellement. Je vous le disais en tout début, on peut applaudir les conférenciers, on peut applaudir les lauréats de ce trophée aussi ce soir. On remercie également chaleureusement le département des Alpes-Maritimes, la Maison de l'intelligence artificielle, également le CICTIAM et bien sûr l'Institut européen de Marco Lundi. Merci beaucoup. Je le disais, ce soir c'est la fin
des conférences IADate pour l'année 2025. Mais notez bien, les IADate seront de retour au printemps 2026. Alors soyez là. À bientôt et merci.